Bonsoir, merci à vous d'être là et merci aux téléspectateurs qui nous ont rejoints sur ce plateau, celui de France 3 Rhône-Alpes à Lyon. Le décor est un peu différent, le principe reste le même. Nous allons parler ce soir de la place de l'Europe dans les médias, très présente dans les prochains jours, dans la perspective bien sûr des élections européennes qui auront lieu le 25 mai, trop souvent absente le reste de l'année. Alors pourquoi est-il si difficile de parler de l'Europe au quotidien? Nous allons en débattre au cours de l'émission. De votre part, il y a souvent des attentes exprimées, plus d'informations, plus d'explications, des reproches aussi formulés, un traitement que vous jugez trop institutionnel, trop alarmiste, pas assez ancré dans la vie réelle, et puis des interrogations aussi sur notre responsabilité, à nous, médias, sur l'image que l'on donne aujourd'hui de l'Europe, et nous allons y consacrer l'enquête de votre Télévo sur cette vision actuelle de l'Europe à travers les médias. Alors, on poursuivra comme toujours notre débat sur Internet dès la fin de ce générique. Il suffit d'aller sur le site de l'émission pour nous suivre. Et puis vous avez bien sûr la page Facebook de l'émission, de votre Télévo, pour réagir, apporter votre réaction et vos suggestions. Notre thème, je vous le redis, c'est l'Europe au quotidien. Quel traitement dans les médias? Quel intérêt pour vous? Et pour en débattre, je vous présente d'abord les téléspectateurs qui nous ont rejoints sur ce plateau. Alors ils sont pour un certain nombre lyonnais. On a joué la carte de la région. Et Guy-Alain Benbelli, merci d'être avec nous. Vous êtes des coulisses, c'est la banlieue de Lyon, vous êtes agent administratif, mais vous êtes surtout, et c'est ce qui nous intéresse, un blogueur actif et un blogueur réactif, et notamment autour du débat citoyen. Sophie Robert, merci d'être avec nous, directrice d'une épicerie sociale et solidaire à Lyon-Croix-Rousse, elle s'appelle La Passerelle. Arnaud Julien, vous êtes de Cagnes-sur-Mer, vous êtes président d'une association, l'association Europe à la Hève, une association culturelle qui parle beaucoup de l'Europe, bien sûr. Fabrice Liégard, merci d'être avec nous. Alors, vous venez de Grenoble, France 3 Alpes, et si vous êtes là, c'est aussi pour parler de ce magazine Alpes Express, qui est un magazine mensuel, à l'image de ce qui se fait aussi sur France 3 dans les régions transfrontalières. Dominique Feugelet, merci d'être avec nous. Vous êtes de la rédaction européenne de France Télévisions à Strasbourg et on est ravis d'accueillir Gardenia Trezini. Alors, Euronews, c'est le média européen par excellence, c'est l'Europe. Vous êtes installé à Lyon et vous allez être très impliqué dans cette campagne. C'est vous qui vous en êtes occupé, vous êtes rédactrice en chef chargée de tout ça. Et le 28 avril, on en parlera, il y aura un débat important entre tous les candidats à la présidence de la Commission européenne. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose de découvrir l'enquête de votre Télévo. L'actualité européenne est souvent réputée austère, technique, difficile à expliquer. Elle ne mobiliserait pas non plus les citoyens. Alors autant de raisons, de bonnes ou de mauvaises raisons, que l'on trouve pour parler peu de l'Europe dans les médias et pour que les médias ne se retrouvent pas à la une de la presse. Un chiffre intéressant. En 2007, il y avait eu un bilan de l'INA c'était juste avant les précédentes élections. Quelle était la place de l'Europe sur les grands rendez-vous d'information? 2,3% des sujets traités concernaient l'Europe. Autant vous dire qu'à cette époque-là, on en parlait très peu. Pourquoi c'est si difficile de parler de l'Europe? L'enquête de Marie Coquante. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Oui, bonsoir Carole. En tout cas, les Européens se sont montrés très fermes. 390 millions d'Européens vont choisir le 25 mai leurs représentants au Parlement européen. On décèle un euroscepticisme dans l'opinion française. Quelle est la part de responsabilité des journalistes et des politiques? Comment parle-t-on de l'Europe dans les médias? La Grande-Bretagne, qui a pourtant une position traditionnellement très eurosceptique, est assez paradoxalement un des pays où on parle le mieux d'Europe, puisque les journalistes britanniques connaissent bien les dossiers européens, et comme ils les connaissent bien, ils les critiquent bien. L'Europe est vue comme un outil difficilement adapté au discours français, puisque dans le discours français, on est dans une logique de pouvoir, d'affrontement personnel, et de lutte, en fait, gauche contre droite. Et c'est ce que les services politiques des grands médias français répercutent le plus souvent. Et là, il y a un vrai décalage avec l'Europe, puisque l'Europe n'est pas un enjeu de pouvoir, c'est un objet de consensus, et c'est des dossiers très techniques.
Donc l'aspect très français d'affrontement droite-gauche ne se retrouve pas du tout dans les institutions européennes. Les Français sont défiants vis-à-vis de l'Europe et en même temps ils réclament plus d'informations. 70% d'entre eux trouvent que les médias ne parlent pas assez de l'Union européenne. Un rapport ambigu des Français avec l'Europe qui peut s'expliquer. Depuis les années 90, parce qu'il y a la globalisation, parce qu'il y a le vieillissement démographique de l'Europe qui est très rapide, parce qu'il y a une crise de nos finances publiques, on a tendance à attribuer nos difficultés, on cherche qui est responsable bien sûr, et on a tendance à les attribuer à l'Europe. Il y a une espèce d'inertie médiatique à l'égard des discours populistes, simplistes, démagogiques. Je dirais inertie médiatique, c'est-à-dire que les médias, trop souvent, donnent le sentiment de se contenter de diffuser, de donner la parole à, sans pouvoir discuter le fond de ce qui est dit, sans pouvoir interroger, sans pouvoir vérifier, si bien qu'il y a une espèce de déséquilibre dans l'offre médiatique. Expliquer l'Europe à travers les institutions est souvent difficile et austère pour les journalistes. La proximité, on la trouve dans les magazines transfrontaliers de France 3. L'Europe au quotidien trouve sa place dans des magazines comme Avenue de l'Europe, qui proposent des regards croisés dans plusieurs pays, aide à comprendre l'implication dans la vie quotidienne des décisions européennes avec des thèmes comme la famille, les services publics, l'environnement, la démocratie. Sur un thème qui est au cœur de l'actualité française, nous allons dans 2 autres pays européens pour voir comment ils font. Deuxième idée, c'est d'apporter aux Français éventuellement des solutions à des problèmes dont ils ne voient pas le bout. Ce n'est pas facile quand on veut parler d'Europe, parce que souvent, les rédactions pensent que ça n'intéresse pas les Français. Or, je sais que ça les intéresse, ça les passionne, ça les inquiète. Moi, je le vois quand je suis dans la rue ou quand je suis dans un supermarché ou autre. Alors là, les gens m'apostrophent, et notamment en ce moment, ils m'apostrophent beaucoup pour dire « Alors, l'Europe, vous y croyez ? Et puis l'Europe, ça va pas du tout. » Ils me parlent uniquement l'Europe. Est-ce qu'il faut y croire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Europe a toujours été le parent pauvre de l'actualité en France. Les journaux télévisés en ont parlé un peu plus depuis la crise de 2008, mais surtout d'un point de vue institutionnel. Aujourd'hui encore, l'Europe n'occupe que peu de place dans les grands rendez-vous d'information. Il y a une demande des citoyens à être mieux informés, et que cette demande, il n'y a pas obligatoirement une offre conséquente du côté de la presse française. Mais là encore, ce n'est pas un phénomène uniquement français, puisque toutes les enquêtes d'opinion montrent que dans tous les pays européens, une majorité de population s'estime mal informée. Je vois plutôt des élections européennes aujourd'hui qui s'engagent sur le chemin de l'émotion, du simplisme, de la simplification. Et plutôt que d'expliquer qu'il faut au contraire s'ouvrir, se déployer, conquérir pour retrouver la force que l'on a perdue, aller dans ce sens, voyez, flatter ses craintes et ses préjugés à l'égard de l'Europe, qui sont de la même façon, des craintes et des préjugés à l'égard du monde. Voilà, et nous recevons depuis quelque temps quelques rappels à l'ordre de la part de téléspectateurs dans la perspective de ces élections. Petit extrait de Verbatim. Je suis étonné par l'absence de débat sur les élections européennes, ses enjeux et les modifications pour sa présidence. Après les municipales, n'attendez pas afin que les citoyens soient intéressés pour aller voter. Je ne savais pas que les élections européennes étaient cette année. Je n'ai pas l'impression que l'Europe ait le vent en poupe. France Télévisions devrait rappeler les tenants et aboutissants de la nécessité de l'Union européenne. Documentez-nous plus abondamment sur les européennes. Cela influencerait utilement les abstentionnistes. Les Français sont trop peu informés de façon simple. Ceux qui n'ont pas la fibre politique sont trop occupés pour aller puiser des informations éparses et trop politisées. Voici quelques-unes de ces réactions. Alors, je vais vous demander les vôtres, vos réactions à vous. Justement, quel jugement vous portez, quel sentiment vous avez-vous sur la façon dont les médias, nous, parlons de l'Europe aujourd'hui ? Alors, un peu comme tous les Français sur le Verbatim qu'on vient de voir. Mais pour commencer, je dirais que mon temps de cerveau disponible n'est pas réfractaire à une information sur l'Europe. Je tenais à le préciser. L'Europe, on la vit au quotidien, on a très peu d'informations. Je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, me direz-vous, et on rencontre très peu d'informations portant sur l'intérêt même de l'Europe. Les élections européennes arrivent le 25 mai, et aujourd'hui encore, je ne sais pas pour qui je vais voter, ni comment se structure la circonscription, la mienne,
Voilà, donc vous attendez beaucoup de nous, beaucoup de France 3 Rhône-Alpes aussi. Mais il y a eu un débat d'ailleurs européen dans La Voix est libre il y a quelques jours. Sophie Robert, cette vision que donnent les médias de l'Europe, comment vous la définissez, vous ? À chaque fois que j'entends parler de l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas à la faveur des citoyens français, souvent. La réaction, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les citoyens français, qui va alourdir leur quotidien. C'est pas des choses qu'on entend où c'est facilitant pour le citoyen français. C'est un avantage pour lui, c'est quelque chose qui va lui apporter des choses dans son quotidien. On est dans des choses qui sont souvent très négatives et très courtes. C'est souvent pour dire l'Europe a fait ça, poum, voilà, ça nous tombe dessus. Voilà, c'est la faute de l'Europe, en fait. Arnaud Julien, il y a un vrai déficit d'information sur l'Europe ? Oui, il y a un vrai déficit d'information sur l'Europe et il faut savoir aussi que c'est peut-être... Alors la responsabilité des médias est liée au fait qu'il faut réinventer peut-être une façon de parler de l'Europe. Pour les plus jeunes générations, c'est quelque chose qui est aussi établi que le fait d'être connecté en permanence sur Internet. C'est un acquis. Et pour les générations plus anciennes, c'est quelque chose qui a une connotation négative, qui représente plus des inconvénients, des freins justement au développement, que ce soit économique, politique, social. C'est beaucoup de bureaucratie, beaucoup de complications. On devrait essayer, en tout cas les médias, leur mission devrait chercher à capter l'attention du grand public avec des sujets qui soient peut-être pas glamour, mais qui soient plus ludiques, plus accessibles. Alors, Dominique, vous, l'Europe, vous connaissez par cœur, c'est votre spécialité. Vous êtes à la rédaction européenne de France Télévisions. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler de l'Europe, et notamment chez nous, en France, dans les médias français ? Alors d'abord, il y a le phénomène télévision. Je veux dire, l'Europe, c'est à peu près tout ce que la télévision n'aime pas. C'est de l'institutionnel. Ce sont des temps de décision extrêmement longs. Nous, le journaliste, il est dans le réactif, Et puis avec effectivement des images institutionnelles et des compromis. Parce que l'Europe, ça se construit à 28. Donc il y a des compromis. Or, qu'est-ce que la télévision aime ? Qu'est-ce que le journaliste aime ? C'est des crises. Donc des moments dans l'instant. Donc déjà, il y a une espèce d'antinomie là. Et là, on est gâté avec les crises. Là. Et là, on est gâté avec les crises. Et puis le deuxième élément, il est clair. Nous reflétons quelque part ce qui se fait au niveau de la société française. Parce que finalement, ça fait aussi partie quelque part de notre job. Les politiques montrent du doigt Bruxelles très très souvent. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance parfois à suivre un peu trop ce mouvement-là. Je suis assez d'accord avec l'analyse qui était faite effectivement de ce côté-là. Par Dominique Régnier, c'est-à-dire qu'on a une vision très franco-française, avec un débat gauche-droite qui ne se retrouve pas forcément lorsqu'on parle des problèmes européens. Je vous jure que c'est difficile de vendre l'Europe à nos rédacteurs en chef. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Véronique Auger tout à l'heure. Fabrice, alors, ce que vous faites répond aux attentes d'Arnaud, puisqu'il y a l'émission mensuelle, il y a l'émission hebdomadaire, vous avez aussi La Voix est libre que vous faites avec des journalistes de la RAI pour aborder ça. En fait, ce qui est important, c'est d'être aussi complètement ancré dans la vie quotidienne. Oui, c'est vrai que nous, à notre dimension régionale, on a peut-être plus de facilité à parler de la réalité européenne parce que on est frontalier avec l'Italie, qui est l'un des pays membres fondateurs de l'Europe, avec la Suisse, qui, même si elle n'est pas dans l'Union européenne, a de nombreux accords de participation et un statut particulier. On a vu d'ailleurs récemment à travers le vote des Suisses qui pouvait être mis à mal, notamment à travers les programmes Erasmus, entre universitaires, entre scientifiques aussi. Mais c'est vrai que nous, notre dimension régionale fait qu'on a énormément, un foisonnement même de collaboration entre France et Italie, entre la Savoie et le Piémont, entre le Dauphiné et puis le sud du Piémont ou la vallée d'Aoste au travers de l'espace Mont Blanc, autour du fameux Mont Blanc qui réunit un peu les trois pays alpins que sont l'Italie, la France et la Suisse. Donc c'est vrai que nous on a vraiment la dimension concrète. C'est ce que me disent souvent aussi mes confrères quand je vais rencontrer Dominique, notamment au Parlement européen à Strasbourg, qui me dit vous avez de la chance parce que vous, au moins, vous avez du concret à montrer. Dans la vraie vie, en quelque sorte. Voilà. Regardez, les élections européennes, 60% des Français disent aujourd'hui s'y intéresser. On va en profiter pour voir un autre chiffre, puisque c'est vrai qu'on dit a priori l'Europe n'intéresse pas. C'est souvent les arguments d'ailleurs des rédacteurs en chef, ça embête les téléspectateurs, les lecteurs, ils ne s'intéressent pas à l'Europe.
Eh bien, regardez, il y a eu une étude qui a été faite pour la Commission européenne, l'Eurobaromètre, c'est récent, octobre 2013. Voilà, les médias n'en parlent pas assez pour 70% des Français, les politiques n'en parlent pas assez pour 68% des Français. Gardiena, et avant de repasser la parole, il y a une grande différence alors vous avez cette vision globale européenne. Oui. Je veux dire, on est vraiment des vilains petits canards, nous, quand on parle de l'Europe. Je ne pense pas. Je pense en réalité, je ne partage pas ce qui a été dit, en gros, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. J'exagère, comme tous les journalistes, évidemment. Parce que je pense qu'on parle beaucoup plus d'Europe, beaucoup plus de ce qu'on pense. Parce que quand on a même au niveau national un journal qui vous parle de sécurité alimentaire plutôt que d'éducation, plutôt que des bulles immobilières, on est en train de parler d'Europe. C'est peut-être nos clés de lecture, nos instruments de compréhension. Et là, on est fautif, nous, les journalistes, on n'explique pas assez que ce dont on parle est le résultat des décisions qui ont été prises aussi à niveau européen. Donc l'Europe, en effet, est dans notre vie quotidienne à chaque minute. Mais peut-être on ne le sait pas assez. Voilà, et qu'on ne le prend pas assez en compte. Je voulais revenir sur l'Eurobaromètre. Oui. Alors, peut-être pas pour contester, quand on dit les médias n'en parlent pas assez à 70%, je suis d'accord, pas de souci. Les politiques n'en parlent pas assez 68%, j'ai un doute, disons, j'ai une autre explication. Je pense qu'ils en parlent, mais ils n'en parlent pas comme ça devrait l'être. Généralement, ils en parlent pour mettre en cause l'Europe. Ils en parlent mal, c'est ce que vous voulez dire. La question était intéressante d'ailleurs. Hein. Ouais. Disons qu'ils en parlent de façon négative. C'est un peu, passez-moi l'expression, la maîtresse chez qui on aime bien aller lorsque ça va mal. L'Europe, c'est un peu la maîtresse, on va dire, de la France. C'est dommage parce qu'on a soif d'Europe, on a besoin d'en savoir plus. J'ai des enfants qui ont 15 et 17 ans, qui ont très peu d'informations. Je pars du principe que l'Europe de demain, c'est eux. C'est dommage. Sophie, vous avez-vous touché une autre réalité de l'Europe à travers vos responsabilités, puisque vous êtes donc directrice de cette épicerie sociale et solidaire, alors sans tout détailler bien sûr, mais tout à coup vous avez découvert que l'Europe pouvait être aussi en quelque sorte une Europe solidaire, enfin autre chose que cette Europe institutionnelle dont on parle souvent. Oui, dans le cadre de groupes de travail qui sont mis en place sur l'Europe, notamment l'Urbac 2, autour de l'alimentation, qui lie l'agriculture, la santé, etc. Parce que l'alimentation lie tout ça. J'ai eu l'occasion de pouvoir monter à Bruxelles pour rencontrer beaucoup de citoyens qui font aussi partie de ce groupe-là, mais d'autres groupes aussi de travail, et qui œuvrent dans leur pays aussi pour l'innovation, pour améliorer des choses du quotidien de leurs citoyens. Et là, pour moi, ça a été une révélation parce que cette synergie, j'aimerais que les citoyens français entendent qu'il y a une super synergie autour de jolies choses, autour de gens qui militent pour les droits de l'homme, qui militent pour une meilleure vie pour tous, etc. Et qui sont des citoyens comme moi, comme vous. Enfin voilà, on est vraiment... ça pourrait paraître tout petit, mais en fait, tout groupé, c'est quelque chose qui a une grosse synergie et qui fait que quand je suis remontée dans le train pour rentrer à Lyon, et j'ai réalisé que pour moi, c'était ce jour-là que l'Europe est devenue quelque chose de concret en tant que citoyenne. Arnaud, sur cette approche de l'Europe? Alors justement, nous, on a fait, dans le cadre de notre association, on avait fait un premier documentaire pour faire un tour d'Europe en moins de 80 jours, pour poser les mêmes questions aux gens sur des thèmes fondamentaux. Et pour l'anecdote, donc on avait fait 24 pays en 75 jours. Et donc on est revenu avec un matériau vraiment très très intéressant, qui nous a pris un certain temps à traiter, qui a débouché sur un documentaire, une série de documentaires, et qui ont eu beaucoup de mal à trouver preneur au niveau des diffuseurs en Europe. Et voilà, d'où la difficulté en effet de convaincre de l'intérêt de l'Europe. Dominique, rapidement, on va repasser à un autre sujet. Deux choses. Oui, c'est vrai, nous ne parlons pas assez du quotidien. Oui. C'est vrai. Deux, c'est très important ce que vient de dire Sophie, parce qu'il existe une Europe des réseaux, qui est très importante. Là, il y a effectivement une synergie, et là, il y a du quotidien. Et ça, c'est peut-être un thème que les médias et que nous n'abordons pas encore assez. Alors, on a beaucoup parlé du déficit d'information. C'est vrai que ce déficit d'information existe, hein, puisque déjà, aujourd'hui, il y a 70%, 77% des Français qui ne savent pas que les nouveautés qu'il y a avec le prochain vote qu'on permettra indirectement d'élire le président à la commission. Et beaucoup de Français ne prennent pas non plus conscience, je crois qu'il y a 41% des Français, qu'en fait, c'est nous, directement,
qui élisons les membres du Parlement européen. Alors, c'est complexe, ça a besoin d'explications. Exemple de ce qu'on peut dire quand on est à quelques jours d'une élection pour expliquer ce qui se passe. On parle volontiers du triangle institutionnel de l'Europe, et bien ce triangle est un carré. Premier coin du carré, le Conseil européen, les sommets des chefs d'État et de gouvernement. À eux, les grandes orientations, les grandes lignes politiques de l'Union européenne. Ces grands principes doivent ensuite être mis en musique. Et c'est là qu'intervient le second coin de notre carré, la Commission européenne. Elle élabore les textes européens destinés à mettre en application les grandes politiques agricoles, mais aussi le respect de la libre circulation des marchandises et des hommes, ou bien encore les politiques environnementales ou d'aide aux régions. Ces hommes et ces femmes, 28, sont issus des 28 pays de l'Union européenne. Il s'agit pour eux également ensuite de faire respecter ces textes. Des textes qui doivent être étudiés, amendés, puis adoptés par un troisième larron, le Parlement européen. Ces fameux 751 eurodéputés qui, dans la très grande majorité des cas, ont un véritable pouvoir de colégislateur. En clair, ils adoptent des textes qui, à la virgule près, seront identiques à ceux qu'adopteront à l'arrivée les représentants des États. Et ce sont donc ces représentants, réunis en Conseil des ministres spécialisés, qui forment le dernier coin de notre carré européen. C'est à l'arrivée, eux, qui signent les futures lois européennes à l'issue d'échanges constants entre les autres partenaires de ce circuit de décision. Des échanges difficiles, parfois très techniques, parfois conflictuels, qui expliquent aussi la longueur du processus européen. Il est vrai qu'à 28, c'est bien plus compliqué qu'à 2 ou 3. Voilà, voilà, ces explications très concrètes, elles sont utiles quand même. Oui. Naturellement. C'est vrai qu'on connaît très peu les institutions européennes, c'est dommage d'ailleurs. Ça expliquerait beaucoup de choses. Voilà. On arrive à l'expliquer à travers les faits de la vie quotidienne Alors nous, les institutions européennes, on préfère parler concrètement de ce que l'Europe a permis de faire aboutir comme projet de collaboration entre Français et Italiens, Français ou Suisses, ou Italiens et Suisses même. Les institutions, on essaie davantage d'expliquer par exemple les institutions italiennes à nos téléspectateurs français plutôt que de se lancer, sauf dans nos émissions mensuelles où là, effectivement, dans La Voix est libre, quand on va au Parlement, là, on a nos eurodéputés qu'on essaie d'avoir et là, on peut expliciter tel ou tel point institutionnel. Alors, qui dit campagne électorale dit débat, bien sûr, et Gardiena, c'est bien sûr... Alors, il y a l'UER qui va organiser un grand débat, et puis Euronews qui va organiser un grand débat le 28 avril prochain. Avril, à Maastricht, lieu symbolique donc pour l'Europe. Lieu symbolique en présence de 500 jeunes, c'est ça? 500 jeunes des universités européennes donc, qui auront la chance, l'opportunité de poser des questions aux candidats à la présidence de la Commission, car comme vous disiez avant, une des nouveautés cette année, c'est qu'il y a une élection, quoique non directe, du président de la Commission européenne. C'est un pas en avant. Les législateurs n'ont pas abouti leur chemin, mais c'est un pas en avant. Donc, tous les spectateurs pourront aussi poser leurs questions via les réseaux sociaux. C'est quelque chose de vraiment innovant, historique, entre guillemets, pour l'Europe, d'avoir pour la première fois des face-à-face directs entre des potentiels candidats à la présidence de la Commission. Traduit. Ça personnalise l'Europe, mais il faudrait l'élection directe pour que les citoyens, les gens qui votent, puissent se sentir plus impliqués. Là, on est encore loin de l'objectif. Et traduit, il faut quand même le dire, en 13 langues. En 13 langues, donc en direct à 19h le 28 avril. Ouais, je voudrais vous demander à chacun, justement par rapport à l'échéance immédiate, qui est donc l'élection du 25, quelles sont vos attentes précises, notamment, alors encore plus à l'égard de la télévision, sur la manière dont on peut... Vous aimeriez qu'on retransmette, par exemple, à France Télévisions, ce débat entre les candidats à la... Oui, naturellement. Et pourquoi pas cette émission Prime Time, par exemple? C'est vrai que parler d'Europe dans la journée, c'est très peu tendance à la télévision.
ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on puisse nous expliquer de façon simple, avec des infographies, ça marche très bien, de façon pédagogique. Pour moi, l'Europe aujourd'hui, ça reste encore Télématin chez William Lémergie, avec des reportages. Avenue de l'Europe, avec Avenue de l'Europe, Auger. entre autres. Mais ce n'est pas suffisant. Un peu plus d'information, de pédagogie, avec des mots simples. Peut-être que l'Europe s'en sortirait bien. Vous avez une attente précise par rapport à cette campagne électorale, Sophie, ou pas nécessairement? Au moins de revisiter ce qui est en place et qui fonctionne à l'Europe, bien ou mal, voilà, ça n'est pas moi qui vais en juger, mais aussi, qu'est-ce qui pêche? L'Europe sociale, par exemple. Moi, je suis dans un corps de métier où forcément, je suis amenée à me poser des questions sur les droits de l'homme d'un pays à un autre, sur la circulation des personnes, sur à quand l'Europe sociale, à quand on travaille ça, c'est quand même important. Donc moi, je serais assez d'avis de faire un état pour que les Français sachent à peu près où on en est. Oui. Arnaud? Je pense que c'est toujours la même chose. Enfin, de mon point de vue, c'est toujours le même problème. En fait, il y a tellement d'informations et d'amalgames entre l'Europe, l'Union européenne. Un débat très franco-français droite-gauche qui ne s'inscrit pas. Qui est stérile, voilà. On ne peut pas faire un débat avec l'ensemble des représentants des pays, quoique, pourquoi pas, mais quelque chose, encore une fois, qui soit plus ludique, qui soit moins formaté dans son côté informatif, qu'on rejoigne un petit peu. Il y avait Christine Bravo il y a quelques années qui avait une émission qui était très sympathique. Un mélange comme ça qui permette de façon ludique de présenter de l'information. Voilà. Alors on va pouvoir en parler, puisqu'on va se retrouver dans quelques instants sur Internet. Hop, vous allez sur le site de votre télé, vous. Il y aura aussi à France Télévisions, sur France 3, 7 débats, qui correspond aux 7 circonscriptions que vous allez peut-être voir s'inscrire. Et ça, ce sera le 20 mai. Et puis, bien sûr, dans les journaux télévisés, il sera question, je l'espère, de l'Europe. Nous, on se retrouvera sur l'antenne de France 3 le 21 mai. Vous avez un